Nous restons sur la République démocratique du Congo où nous évoquons le cas Lambert Mende, toujours dans le collimateur de l'Union européenne. Crédit Tété, vous avez la parole sur ce qu'on peut qualifier d'ingérence de l'UE dans les affaires intérieures d'un État. Oui, non, je disais qu'on ne peut pas excuser cette ingérence, disons, extrême de l'Union européenne dans les affaires de la RDC. L'Union européenne n'a pas à donner, disons, des directives, mais l'Union européenne peut donner des avis, amener les politiciens à adopter les bonnes postures démocratiques. Mais le rôle, disons, malsain qu'est en train de jouer le représentant de l'Union européenne en RDC doit être dénoncé parce que à côté de cette dépendance que nous appelons abusivement indépendance, donc si on peut y adjoindre aussi cette ingérence, donc c'est comme si nos États reçoivent toujours des ordres. Et là, on peut même aller jusqu'à excuser la RDC et si nos entités régionales reçoivent des ordres par le biais de l'accompagnement de ces puissances. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'un petit pays comme la RDC? Donc, il y a cette urgente nécessité d'une prise de conscience au niveau de nos dirigeants africains afin qu'ils s'assument. S'assumer aussi, c'est, disons, user des bonnes pratiques, que le jeu démocratique, que le jeu politique soit clair et que qu'on n'amène pas ces ingérences à vouloir donner des leçons. Donc le français ne peut pas dire qu'en matière de démocratie, tout est clean dans l'espace Union européenne et surtout en France aussi. Et pour les États, disons, africains qui ont connu cette dominance à quelques mètres près de la colonisation française, donc on peut dire que ce que nous avons, même s'ils appellent cela les aspects négatifs, c'est également, ça fait partie de l'héritage qu'ils nous ont donné. Malheureusement, lorsqu'on te dit qu'on te fait un legs, un don, donc il faut savoir apprécier le don. Donc ce n'est pas tout qu'on accepte, même lorsque deux frères ou bien lorsque tu es en difficulté, on te donne des conseils, ce n'est pas tous les conseils qui sont à appliquer. Donc cela voudrait dire qu'on doit faire un travail sur soi et dans le cas d'espèce, on ne peut que condamner cette ingérence, disons, excessive de l'Union européenne. Alors c'est vrai, Jeff, on parle quand même d'ingérence excessive, mais au même moment, il faut savoir que c'est la parole d'un diplomate. D'ailleurs, le tweet de M. Chartrand a été repris sur le compte officiel de l'Union européenne, comme quoi l'UE approuve la position de ce diplomate, et le diplomate ne parle pas si, par exemple, il n'y est pas autorisé, ou bien il sait que, en tout cas, ce qu'il est en train de dire ne déborde pas les limites. Oui, je suis d'accord avec toi. Vous savez, un diplomate ne parle pas parce qu'il faut parler. Il doit recevoir peut-être la bénédiction de son institution avant de faire des déclarations. Mais dire que c'est un diplomate, je pense qu'un diplomate, ce n'est pas un dieu. Et le grand frère l'a dit tout à l'heure, c'est un professeur qui nous a toujours donné un conseil de faire attention des donneurs de leçons ou bien des conseils. Donc, il ne faut pas toujours prendre en compte tout ce qui se dit, mais analyser ce qu'on te dit pour pouvoir le faire. Vous savez, moi, je suis toujours contre cette manière de voir les choses en Afrique, comme si on a cette politique de la main tendue à l'Occident, et on attend toujours, parce qu'on veut organiser les élections, on attend l'appui technique et financier des partenaires financiers, et ça, ils ont leur mot à dire. Et parfois, ils vous imposent parfois des choses à faire. Et quand vous fouillez dans tout cela, on va vous dire que voilà, telle institution est derrière le cafouillage ou bien la mauvaise organisation des élections dans les pays africains. Il faut que nous prenions conscience de la situation en Afrique et dire, nous cherchons quoi pour notre Afrique. Quand vous prenez le cas de la RDC, je dis, c'est mon beau-frère qui me faisait savoir la fois dernière que on a toujours pensé que c'est en Afrique qu'il y a la corruption. Mais allez aux États-Unis, vous allez voir. La corruption à haute dose, c'est aux États-Unis. Quand il y a élection, la corruption, l'achat de conscience, c'est aux États-Unis. Quand on parle des grands électeurs, c'est des mallettes qui coulent. Mais chez nous en Afrique, bon, peut-être avec des sacs de riz, avec des bidons d'huile ou bien un billet de 2000 francs, les gens votent contre leur conscience, etc. Alors que ces pays qui nous donnent des exemples, mais allez-y voir ce qui se passe. Alors, je pense que petit à petit, il faudrait que nous comprenions la chose et savoir ce que nous cherchons pour l'Afrique. Parce que nous allons toujours faire cette politique d'attendre les déclarations de ces institutions internationales, mais l'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses réalités en ce sens que, sous l'Aba Palab,
Il faut voir comment nos grands-parents géraient les problèmes. Et on n'avait pas cette intention d'attendre quelqu'un de dire, voilà, c'est une institution internationale, aller dans ce sens, ou bien revenir en arrière, ou bien avancer, et tout ça là. Parfois, quand vous écoutez cette déclaration, ça vous met mal à l'aise. Mais comme nous sommes des partisans de mode réforme en Afrique, au lieu de créer des usines, nous voulons créer des églises, nous voulons créer des bars de gauche à droite. Je pense que ces pays développés vont toujours nous donner des leçons. Mais je ne voulais pas dire que l'Afrique est paresseuse dans son ensemble. Quand nous prenons le cas sur les élections démocratiquement, bon, le cas du Ghana, l'Afrique du Sud qui a donné un bon exemple dans le monde entier, il y a des pays qui font quand même, qui font l'exception. Donc je voudrais dire à toute l'Afrique de voir ce qui est bon pour notre Afrique, parce que nous avons nos réalités africaines, pour que nous nous conformons aux réalités, pour que ces gens qui pensent qu'ils ont toujours la bonne intention ou bien les bonnes idées à nous donner, de faire attention de ces idées qu'ils nous donnent. Alors, mais au même moment, on sait, et on l'a rappelé tout à l'heure, que Lambert Mende, ce n'est pas n'importe qui. Dans son camp, on ne sent pas trop d'empressement à le défendre. Est-ce que c'est la disgrâce déjà? Non, mais est-ce qu'on doit parler de disgrâce dans son camp? Le camp se cherche. Le camp n'est pas à l'abri. J'ai parlé de redistribution des camps aujourd'hui. Vous avez, les gens sont en train de faire un choix. Ceux qui s'empressent à trouver l'opportunité d'aller vers Félix, parce qu'ils voient déjà un Félix qui était prétendu marionnette, mais ils le voient pratiquement. Ah oui, parce qu'il a le pouvoir et il est en train de se tailler une assise confortable, comme on le dit, sous les tropiques. Donc, forcément, c'est une course de repositionnement qui est engagée. Et donc, quand ceux qui doivent te soutenir se cherchent, ils ne vont pas perdre le temps pour toi. Souvenez-vous de l'autre, le vice-président de la CENI. Oui, mais chacun se cherche. Maintenant... Mais il s'agit quand même de Lambert Mende, je ne sais pas. Écoutez, c'est pas n'importe qui, je ne sais pas qui je le comparerais autour de Pour trouver le nom. Vous savez, l'homme fort n'existe que, aujourd'hui dans notre contexte, l'homme fort n'existe que lorsque l'Occident l'a voulu à un moment donné. Mais il devient homme faible lorsque l'Occident décide il va baisser la garde. C'est comme une orange. Lisez une chose, la dernière fois, on parlait de répression, de manifestations ici, en RD Congo. Qui a défendu, par exemple, l'interdiction brandie par le gouverneur? C'est le président de la République. Aujourd'hui, qui se tait par rapport à l'injonction de l'Union européenne? C'est le président de la République. Allez-y comprendre. Donc, l'Union européenne, aujourd'hui, est en train de chercher, selon moi, le moyen d'entrer en communion avec le nouveau président que l'Occident, la communauté internationale a combattu. Parce qu'ils n'ont jamais été d'accord avec l'élection de Félix Tshisekedi. Maintenant, il est là. Souvenez-vous, les mêmes personnalités françaises qui avaient fait beaucoup de tapage par rapport aux irrégularités qui auraient entaché l'élection de Félix Tshisekedi, mais quand tout a été confirmé, ces mêmes personnalités sont revenues ravaler leur salive pour dire voilà, il est président. Donc, c'est une guerre de repositionnement. Et aujourd'hui, l'Union européenne voulant aller là, un Félix Tshisekedi qui voit qu'avec ça, je peux me défaire facilement de... C'est la conjugaison. Écoutez. Et là où ça dérange, c'est quand on constate avec amertume que l'Afrique demeure une Afrique à la merci du monde entier, malgré toutes les richesses possibles que détient ce continent. Un continent hyper béni, qui aujourd'hui a beaucoup de mamelles, qui allaite des enfants et qui s'amaigrit. C'est assez lamentable. Et du moment où nos dirigeants ne vont pas prendre conscience, ils vont toujours dans leur obsession de pouvoir. Je dois être l'homme fort. Refuser les béabas. Mais dans nos communautés avant, je dis même la démocratie, s'il faut aller dans l'histoire, les Blancs n'ont pas inventé la démocratie. Chez nous, le linge sale, c'est toujours lavé en famille. Et tout le monde, tu t'énerves, tu parles, mais après, tu dois comprendre que tu dois mettre la balle à terre. Tu dois mettre la balle à terre et avancer. Et quand on te dira, tu n'as pas bien fait, demande pardon, tu demandes pardon, serrez-vous les mains. Ce sont des symboles que nous n'avons plus aujourd'hui. Nous perdons tout ça parce que les gens sont obsédés par je ne sais pas s'il faut appeler ça statut,
l'homme fort. On veut être homme fort et on veut juste écraser tout le monde. Basta, on sacrifie tout. Et aujourd'hui, le continent paie le prix. C'est malheureux pour nous. Donc, ressaisissons-nous et redonnons à notre Afrique la force que Dieu lui a donnée. C'est très important. Lambert Mende, quand même, qui cherche à devenir le gouverneur de la province de Sankourou. Bon, je ne suis pas trop sûr que c'est parce qu'il veut développer cette province ou quoi. Peut-être c'est pour se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites. Est-ce qu'il comprend lui-même que les choses sont en train de tourner, la roue a tourné? Non, je crois que depuis qu'il a connu cette interpellation, cette arrestation, donc il s'est rendu compte que, en fait, il est question de se repositionner parce que ce qu'il sait faire, c'est la politique. Et aujourd'hui, ce n'est pas un industriel, ce n'est pas quelqu'un qui va créer des industries. Il vit la politique. Il vit la politique, il respire la politique. Donc aujourd'hui, il ne peut pas se séparer de la politique, même s'il sait que dans une certaine mesure, on peut définir la politique comme un jeu clair-obscur. Donc c'est-à-dire que c'est un fourre-tout. Donc là, et c'est de bonne guerre. Je serai à la place de M. Lambert Mende que je vais chercher à me positionner politiquement parce que j'aurai aussi droit à la parole, je peux me faire entendre. Vous voyez, avec tout ce qu'il a subi, avec la chute du régime de M. Kabila et ses difficultés avec l'actuel président, donc M. Mende ne trouvera que, heureusement que pour lui, donc il y a les élections de ses gouverneurs. Donc il est en train de se positionner, non seulement pour sauvegarder ses arrières, mais c'est quelqu'un qui voudrait également rebondir. Et là, le rebondissement politique de M. Mende, ce n'est plus. On ne doit plus voir cela comme ça doit venir du haut, mais il est en train de poser des jalons. Et s'il arrive à se faire élu gouverneur, donc c'est quelqu'un qui va faire mal parce qu'il va travailler à la base. Et travailler à la base, c'est refaire cette mobilisation autour de son idéologie, autour de sa thématique qu'il défend. Et vous savez, même si nous avons déploré, ou bien même si il a été déploré son arrestation aujourd'hui, il peut capitaliser cela. Il peut capitaliser cela parce que on n'est pas arrivé à prouver ce pourquoi réellement on l'a interpellé et la manière même de son interpellation. Donc il ne le clame plus, il ne le clame pas encore, mais c'est quelqu'un, lorsqu'il va vouloir se lancer, lorsqu'il aura sa province, il sera gouverneur, ce sont des choses qu'il va rentabiliser et là, ça fera mal également à, disons, à l'Occident qui a eu à jouer un rôle très important dans la résolution des problèmes en RDC, surtout dans son interpellation. On a voulu l'empêcher en l'interpellant, mais les arguments n'étaient pas solides pour le maintenir en détention. Et le gars, sachant, il a reculé pour mieux sauter. Maintenant, ce n'est pas à l'Union européenne de dire que nous allons susciter une candidature adverse contre M. Mende. Même si cela transparaît ainsi, donc je dis que les politiques africains ont encore du travail à faire. Parce que lorsqu'on se laisse manipuler par l'Occident, ça rattrape toujours. Même celui qu'on va positionner comme contre M. Mende, du jour au lendemain, même s'il est aux affaires, les langues vont se délier. Donc ce que nous avons à dire dans ce dossier, c'est que l'Union européenne ne s'ingère pas trop dans les affaires politiques de nos États et que nos États aussi assument leur indépendance. Leur indépendance, nous avons toutes les facultés, nous avons toutes les richesses. Malheureusement, c'est parce que il y a certaines têtes pensantes en Afrique qui se laissent inféoder à ces blancs et on pense que ce que le blanc dit ou bien la démocratie telle, oui, donc c'est une parole d'évangile autre là. Je dis, ce n'est pas gai dans même du côté de l'Union européenne que de croire, ce n'est pas gai. L'expression de la démocratie, c'est également avec des lacunes dans un pays. Quand vous le dites, ça me rappelle ce que disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, simplement ne mérite pas qu'on s'applique sur son sort. Oui. Le second sujet, nous restons sur le continent avec les regrets de l'Union africaine. L'UA regrette les ingérences intérieures en Libye. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est dit préoccupé par les ingérences extérieures et a proposé un envoyé spécial ONU-UA dans les conclusions du sommet de l'UA de Niamey. Le comité a exprimé sa profonde préoccupation face aux ingérences extérieures persistantes dans les affaires intérieures de la Libye motivées par des intérêts égoïstes qui continuent de compromettre les efforts déployés pour asseoir un cessez-le-feu permanent et inconditionnel comme condition indispensable au dialogue et à une solution inclusive libyo-libyenne, indique le test.
En outre, le comité a proposé la nomination d'un envoyé spécial conjoint de l'UA et des Nations Unies en vue de renforcer la coordination. Rodrigue Gaïgo, l'Union africaine cherche à reprendre la main dans le dossier Libyen. Bon, si c'est possible, parce qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Et c'est un peu ridicule parce qu'à l'époque, nous disions que avant même l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi, on disait que l'Union africaine pouvait freiner l'élan de Nicolas Sarkozy et son obsession d'alors. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils ont croisé les bras, le mal a pris corps et aujourd'hui, ils s'apitoient sur... Non, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. Quand ils disent qu'il y a des ingérences, hier c'était quoi? Avant l'assassinat de Kabila, plutôt de Muammar Kadhafi. Est-ce que ça a été décidé par l'Union africaine? Est-ce qu'on a consulté l'Union africaine? Non, c'est Sarkozy qui s'est levé et parce qu'il y a eu des déclarations comme quoi la Libye aurait financé sa campagne. Et en même temps, le monsieur s'est mis dans tous ses états et comme il a promis, il a exécuté. Et tous avaient les bras croisés à l'époque. Aujourd'hui, il s'apitoie sur quoi? Parce que ce qu'il y a, c'est que la Libye était tranquille. Quoi qu'on puisse reprocher à l'époque à Kadhafi, les Libyens n'étaient pas ceux qui s'adonnaient. Oui, voilà. Donc ils étaient privilégiés. Ils avaient tout donné aux Libyens. Donc c'était un problème créé de toutes pièces par ceux qui aujourd'hui s'ingèrent. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce que ils veulent une certaine mainmise sur des ressources données. Donc, souffrons qu'aujourd'hui ce soit une guerre ouverte, toujours de repositionnement, parce que c'est nous qui avons abattu la bête, et donc la tête doit nous revenir. Souvenez-vous, quand nos parents se retrouvent, les chasseurs, je veux parler de ceux qui ont eu à connaître des parents chasseurs, on se retrouve, si c'est lui qui a pu abattre le gibier, ah ben, imaginez, hein, c'est la part du lion, hein, ben, ce n'est pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et hier, l'ONU, qui était resté bouche bée face au mal, aujourd'hui, l'Union africaine l'appelle pour qu'il trouve quelqu'un qui va aller parler à qui? C'est là le problème. Qui va aller parler à qui? Parce que là, c'est un combat qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Regardez, on a pu transformer la Libye en une plate tournante de trafic d'êtres humains. Et donc, avec tout ça aujourd'hui, ça doit interpeller ces organisations à être sérieuses lorsqu'il faut l'être. Rodrigue a évoqué un point important et quand je vais l'interpréter, c'est comme si l'Union africaine jusque-là n'a pas compris qu'on a créé ce bordel pour qu'il y ait justement une ingérence. Moi, j'ai toujours dit, ces institutions africaines, l'Union africaine, c'est des gens qui vont se retrouver dans les hôtels de luxe pour prendre du bon champagne et revenir nous regarder. Est-ce que c'est les bonnes décisions qui sont prises? Mais vous savez, ça fait mal, d'autant plus que le guide libyen Kadhafi, que tout le monde nous regrette aujourd'hui, à l'époque, on attirait l'attention de la communauté internationale. Et quand l'ONU voulait se prononcer par rapport à ces situations aujourd'hui pour se rattraper dans cette erreur, que les gens ne nous trompent pas. Je dis que les gens ne nous trompent pas parce que les pays permanents, les pays qui siègent permanemment à l'ONU, c'est quel pays? Et quel est le rôle de la France dans l'affaire de la Libye? Donc, Rodrigue a fait tout à l'heure, il a peint le tableau. Je pense que je ne vais plus aller sur ce développement, mais il est important d'interpeller nos chefs d'État africains. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit ONU et Union africaine. Est-ce que l'Union africaine, n'était pas là quand la scène se produisait? L'Union africaine était là. L'ONU était là. Quelle était la décision de l'ONU? Quand on va arrêter un chef d'État ou bien on va tuer un chef d'État comme un animal, même aujourd'hui, si vous tuez un animal comme ça, je pense qu'il y a les lois qui régissent cela. Hein, et vous voyez ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire aussi, avec Laurent Gbagbo et tout ce qui s'en est suivi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question. Rodrigue a bien commencé, il n'est jamais tard de bien faire, mais le mal est déjà consommé. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réparer le tort? Alors, ne nous trompons pas, vous savez, ces communautés ou bien ces institutions internationales, s'il n'y a pas d'intérêt quelque part, on ne s'engage pas. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a un intérêt à protéger. C'est pourquoi on veut revenir, on veut faire un bac pour voir qu'est-ce qu'on peut régler dans ces situations. Mais c'est la Libye qui paye les conséquences, qui paye aujourd'hui les monnaies.
Ça vient juste un élément. Figurez-vous qu'au lendemain de l'assassinat de Muammar Kadhafi, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ce n'est pas un Nicolas Sarkozy qui a rempli tout un avion d'hommes d'affaires et qui sont allés à Tripoli. Ils sont allés à Tripoli. Eh oui, parce qu'on a déjà enlevé l'obstacle. Il faut se partager le pourquoi on a enlevé l'obstacle. Donc quand les gens parlent aujourd'hui d'ingérence, ça me fait rire. Ils étaient où? Ou peut-être que la France refuse de leur donner leur part. Leur part, voilà. Alors, mais au même moment, la Libye, quoi qu'on dise, Credo, c'est un pays du continent. Et même si l'Union africaine est restée un peu béate sur l'affaire jusque-là, à un moment donné, elle doit dire c'est le continent, c'est l'organisation qui chapeaute. Et là, son mot a dit dans la résolution du conflit. Oui, mais on aurait voulu que l'Union africaine, sous l'égide du Gabonais Jean-Ping, puisse assurer sa mission au moment opportun. Mais malheureusement, c'est une institution qui est inféodée aux décisions des puissances internationales. C'est vrai, mes confrères ont parlé de l'aspect de l'ingérence ou bien de la passivité de l'ONU. Et puis, le truc là, il nous en souvient que M. Sarkozy n'a pas procédé particulièrement à cette destruction de la Libye. Il a fait voter une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les intellectuels, bien les responsables de l'ONU, des Nations Unies étaient où? C'est qu'ils ont coopéré. Parce qu'à un certain moment, ils se sont alliés contre M. Kadhafi qui devenait gênant. Et parce qu'ils avaient aussi des visées en termes d'intérêt sur la Libye. Donc aujourd'hui, qu'ils sont arrivés à foutre le bordel en Libye avec le soutien de cette institution qu'est l'Union africaine. Donc il ne faudrait pas que nos dirigeants, aujourd'hui de l'Union africaine, nous donnent l'impression comme quoi ils réfléchissent au bien-être de nos États. Parce que s'il y a une entité régionale ou bien continentale à qui on doit adresser tout le tort, c'est justement l'Union africaine. Parce que lorsque ces résolutions, tout le processus était enclenché, ils savaient que le processus était déjà vicié au début. Mais quel a été le rôle de nos responsables de l'Union africaine? Mais le rôle a été d'accompagner la communauté internationale par ce silence-là. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils se soulèvent encore tardivement pour combattre ces ingérences-là. Donc là, j'ai comme l'impression qu'ils font une comédie sous les tropiques. Donc ils trompent les peuples qu'ils gouvernent et autres là. Mais eux, Jeff l'a dit, il a donné une image. Ce sont des gens qui se retrouvent dans d'autres milieux pour se sucrer, pour se mettre à l'aise, pour se moquer de leur peuple, parce qu'ils n'ont pas le courage de dire aux puissances internationales que ce que vous faites là, vous avez franchi les limites et autres là. Donc, ils coopèrent à la misère de l'Afrique et ils veulent donner sous des sauts d'humeur des signaux et autres là. Donc, moi, je dis, l'Union africaine a beaucoup de choses à se reprocher dans ce rôle-là, même si on sait que le principal, disons, galvanisateur de cet assassinat, Jassimi, M. Kadhafi n'a pas été délogé. Il a été assassiné, lâchement assassiné avec le consentement de l'Union africaine, mais l'exécutant n'a été que M. Sarkozy, qui continue toujours de narguer l'Afrique. Alors, il y a quand même une source diplomatique qui a révélé que le président en exercice de l'Union africaine, c'est-à-dire l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, il a boudé quand même le sommet de haut niveau qui devait prendre cette décision-là, parce que aussi, il faut savoir que ce jeu de positionnement qu'on évoque, même les États africains sont complices, hein, c'est ce qu'on dit. Non, mais est-ce que là, il faut parler de complicité? Figurez-vous qu'à l'époque, que ce soit l'Égypte ou ces autres pays, y compris la Libye, étaient beaucoup plus dans une posture islamiste. Et ça n'avait pas été totalement digéré. Parce que si aujourd'hui, justement, l'insécurité sévit et frappe les pays de cette zone-là, c'est parce qu'à un moment donné, ces mercantilistes-là ont largué des armes pour des voyous, des bandits qui continuent de faire, de garder la jungle aujourd'hui et semer un peu de bordel partout en Libye. Et donc, il ne peut pas, parce que l'insécurité créée, c'est à partir de là. C'est à partir de là que les armes ont été larguées et on les voit partout. On parle de kidnapping par ici, on parle d'enlèvement par là, on parle de braquage, d'attaque terroriste. On peut attaquer tranquillement les gens qui boivent du café quelque part dans un hôtel, on peut venir mitrailler. Ces armes, lorsque Kadhafi était vivant,
Il les contrôlait. Il avait une même mise quand même sur la zone et il y avait une certaine quiétude dans ce qu'on peut mettre dans le développement parce que ce sont des gens qui ne se plaignaient pas. Maintenant, aujourd'hui, que c'est fait? Vous frappez les gens et ils étaient sans réaction parce que celui qui, le papa, c'est-à-dire l'Union africaine, qui devait dire non, il faut arrêter, mais ceux-là, Al-Sisi, avec quelle puissance à l'époque? Est-ce qu'il pouvait dire quelque chose? Figurez-vous qu'à l'époque, lui aussi cherchait la voix pour s'asseoir. Pour s'asseoir au pouvoir. Il ne pouvait pas vraiment se prononcer. Donc, il a peut-être boudé, peut-être dans les jours à venir, on aura une idée sur les raisons qui ont véritablement poussé à bouder. Mais, quoi qu'on dise, comme Credo l'a dit tout à l'heure, comme j'ai aussi l'a dit, je l'avais dit, il est temps que l'Union africaine comprenne. Et ça aussi, cette Union africaine, quelle est sa force du moment où tu dors dans une maison construite par une autre personne. On va marquer là. Quelle est sa force? Et on revient après le journal.